Timothée Chalamet déçoit avec une nouvelle publicité, Russell Crowe n'aime pas Gladiator 2 et Seth Rogen ne parle plus à James Franco. Salut à tous, ici Reg, on va parler des actualités cinéma et séries de la semaine. Avant de commencer, j'aimerais vous parler d'un truc que j'utilise au quotidien depuis 2019. C'est pas une blague, c'est vrai. Quelque chose qui ne m'a jamais quitté depuis, mon compte Revolut. Pour faire simple, en 2019, j'apprends que je vais faire Erasmus en Pologne. Je me suis renseigné et c'est là que j'ai décidé d'ouvrir un compte Revolut en ligne. Alors oui, il y a une carte virtuelle mais aussi une carte physique. Comme ça, je pouvais partir à l'étranger sans payer quoi que ce soit en plus, ou alors très peu par rapport aux banques traditionnelles. Vous pouvez payer en devises étrangères sans problème, facilement. C'est transparent, vous comprenez tout sans prise de tête. Même mon vieux daron, il utilise sa carte pour aller au bled. Vous pouvez tirer du cash sans problème. Alors oui, peut-être il y aura des banques locales qui vont vous demander des frais, mais ça sera pas la faute de Revolut. Et vous avez accès à un taux de change hyper compétitif. Et au quotidien, j'utilise vraiment Revolut. Je mets, je sais pas, 700 000 euros par mois dessus et je paye tout avec. Pour les courses, le restaurant, pour les sorties, pour un peu tout. Comme ça, j'ai un budget de côté sur Revolut. Et l'application elle est clean, tu peux voir ce que tu as dépensé ou comment il y a des graphes, des stats et tout, c'est top. C'est en temps réel, c'est trop pratique et encore mieux, Revolut vous offre de l'argent. Utilisez le lien dans la description, le code épinglé, afin de bénéficier de 20 euros de la part de Revolut et une chance de gagner 10 000 euros suite à un tirage au sort. Compte bancaire gratuit, carte gratuite et si vous voulez passer à la vitesse supérieure, vous avez plein d'abonnements qui existent. Ça débloque plein d'avantages. Moi j'ai une carte métal personnalisée par exemple. Et encore, je vous parle de voyage parce que c'est comme ça que moi je l'utilise aussi beaucoup, mais vous pouvez cumuler des points à utiliser sur des compagnies aériennes. Ou même un compte épargne avec des intérêts qui sont versés dessus tous les jours. Oui, tous les jours. Et en plus de ça, ça vous permet de gérer votre argent et votre budget. Donc si vous voulez soutenir la chaîne et profiter de Revolut, foncez sur l'offre dans la description avec le code épinglé pour télécharger l'application. On commence avec la bataille de Gaulle. Oui, encore et toujours, je suis désolé, mais en fait, c'est l'aveu d'échec de Pathé qui me fait un petit peu rire. Donc, le film est un flop monumental. 80 millions de budget pour les deux films. Le premier, il est même pas à 500 000 entrées. Il a fait 400 000 la première semaine. Et le deuxième devait sortir là, le 3 juillet. Donc, un mois après le premier. La mentalité Pathé était ok, le premier est encore en salle. Voici le deuxième. Allez voir les deux. Malheureusement, la vérité fait qu'ils ont avancé le deuxième film au 26 juin, pour le sortir durant la fête du cinéma. Comme ça, les gens, ils y vont. Vu que c'est moins cher, ça fait un boost et les gens découvrent les deux films. Du coup, dans la tête de Pathé, ils sont en mode, ok, on sort deux films à 40 millions de budget chacun à 3 semaines d'écart et on prie que les gens aillent le voir. Eh bien, fallait faire autre chose. Fallait faire un bon film avec un sujet intéressant, un meilleur traitement, un meilleur marketing. La bande-annonce qui était au fait un marketing des deux films en même temps, alors que c'est deux films séparés. Sortir des films comme ça à 3-4 semaines d'écart, c'est pas possible avec la concurrence des blockbusters américains de l'été. Pour moi, ça c'est un film d'hiver à la limite. Bref, peu importe, mais en tout cas, pour moi, ça n'avait rien à foutre d'être présenté comme ça, d'être mis en avant comme ça, d'avoir un film aussi catastrophique, surtout qu'en fait, même en termes de production, visiblement, c'était l'enfer, le budget a explosé, ce genre de choses. Donc, c'est un aveu d'échec de la part de Pathé qui essaie de littéralement rattraper un peu ses pertes. Ça va pas le faire malheureusement. Moi, je pense que ce genre de film à la française en mode blockbuster américain, il faut arrêter. On n'a pas le budget pour. C'est pas fait pour ça. Arrêtons le bordel. Arrêtons le désastre. Les trucs comme ça, faut dire non, c'est pas possible. Donc franchement, je comprends les gens qui sont déçus de chez Pathé. Je comprends les gens qui sont déçus de manière générale par rapport au film. Mais franchement, je sais pas ce qui se passe dans leur tête parce que clairement, vu comment ils ont très mal géré le marketing, vu comment ils ont très mal géré le film, c'était sûr que ça allait flopper quoi. Il y a un moment, tu peux pas faire un marketing comme ça, t'attendre à un succès et en même temps faire un film comme ça et le rendre aussi catastrophique et t'attendre à un succès non plus quoi. Le bouche à oreille sera sûrement catastrophique et c'est un aveu d'échec. Tout à fait assumé de la part de Pathé. C'est pas grave, ils réessaieront plus tard. Hein, voilà, ils ont juste perdu 80 millions. Pour vous dire, 400 000 entrées, c'est 3 millions au box-office. Voilà, sur 40 millions, c'est que dalle. On va voir le deuxième film va faire combien. S'il y aura un bouche à oreille pour le deuxième, moi je pense même pas que j'irai le voir. Honnêtement, ça m'intéresse pas du tout. Le premier était tellement mauvais que j'ai pas envie de voir la suite et ça a l'air encore pire, la suite pour le coup. Bref, on verra bien. Mais en tout cas, je pense que ça sera sans moi. C'est un vrai flop de la part de Pathé. Disclosure Day pour le coup, ça c'est un vrai succès. C'est assez surprenant parce que je m'attendais à ce que le film flop. Je sais pas pourquoi, mais je pensais pas que les gens allaient être intéressés par un nouveau Steven Spielberg. Mais la réalité est que les gens qui sont intéressés, en tout cas aux États-Unis, c'est les 35 ans et plus. C'est plus de 60% du public qui a plus de 35 ans et qui allait voir le film ce week-end. Donc c'est quand même une grande partie du public qui est majoritairement plus âgé, qui a sûrement grandi avec Spielberg. Mais il faut savoir que pour 92 millions au box-office international, c'est le meilleur démarrage de la carrière de Steven Spielberg pour une idée originale. On parle pas de suite ou de licence, on parle d'idée originale. C'est le meilleur démarrage de Spielberg. C'est un budget de 120 millions pour le film, ce qui est ok, vu la gueule du film, je trouve, et c'est 80 millions de marketing, donc le film a coûté 200 millions. S'ils veulent rentabiliser les coûts juste avec le box-office, il faudrait que le film fasse 400 millions. Après, vous savez, il y a des ventes, distribution, des droits, des genres de trucs et tout, bien sûr. Mais juste si on prend en compte le box-office, il faudrait qu'il fasse 400 millions pour être rentabilisé. Il peut les atteindre, ça dépend du bouche à oreille, on verra bien la semaine prochaine. Mais si les gens aiment bien le film, eh bien le film va aller loin, enfin loin.
il va aller les rentabiliser, en tout cas en termes de box-office. Et ça, c'est plutôt cool parce que moi, à titre personnel, j'aime beaucoup le film. Allez voir ma critique pour ceux que ça intéresse. Si on parle d'Alien et Steven Spielberg, il faut savoir qu'il ne voulait pas avoir d'Alien dans Indiana Jones 4, mais c'est George Lucas qui a insisté. La mentalité de Spielberg et Harrison Ford était: on n'a pas envie de faire un film d'Alien, on n'a pas envie de refaire de la science-fiction, c'est bon, on passe à autre chose. Mais George Lucas a insisté, c'est le scénario de George Lucas, hein, pour rappel, et a dit ok, c'est pas des aliens, c'est des créatures d'une autre dimension. Après, il ressemblait beaucoup à des aliens, c'est comme ça, c'est le jeu. Mais en fait, vu qu'Indiana Jones 4 se passe dans les années 50, c'était la mentalité de Lucas en se disant, bon, en fait, les années 50 aux États-Unis, c'est clairement les aliens, les ovnis, pourquoi pas. C'est juste qu'ils n'étaient pas fans, ils ont quand même respecté la vision de Lucas, c'est Kathleen Kennedy qui l'a récemment dit parce qu'elle était productrice sur le film. Donc voilà, si vous vous demandez pourquoi il y a des aliens en théorie, même si c'est pas vraiment des aliens, dans Indiana Jones 4, c'est Lucas qui insistait et Spielberg et Harrison Ford qui n'étaient pas d'accord. Moi je pense que le problème c'est pas les aliens ou les créatures d'une dimension, c'est la qualité du film. Si le film était vraiment bien, en fait on s'en fout. Du scénario, des aliens et tout. Tout dépend de la mise en scène, tout dépend du reste. Là, malheureusement, ça n'a pas suivi. Si on parle d'Alien, toujours, c'est Chris Sanders, le créateur original, ou co-créateur si vous préférez, du film d'animation Lilo & Stitch, qui va réaliser Lilo & Stitch 2. J'ai toujours pas vu le live action Lilo & Stitch, ça m'intéresse pas des masses, je suis pas méga fan de Lilo & Stitch, mais voilà, pour les fans de Lilo & Stitch, le réalisateur original va revenir pour le live action, la suite qui va sortir dans quelques années. Jesse Eisenberg a refusé de Social Reckoning, c'est Aaron Sorkin, le scénariste donc de Social Network et le réalisateur du coup maintenant de Social Reckoning, qui a essayé pendant 3 jours de convaincre Jesse Eisenberg de revenir, mais il n'a pas voulu être de nouveau affilié à Mark Zuckerberg. Il en a marre d'avoir toujours cette image qui le suit depuis des décennies maintenant de Mark Zuckerberg, donc il a refusé. Moi, je pense que c'est une bonne chose de ne pas faire revenir Jesse Eisenberg, de marquer un vrai changement parce qu'il n'y a aucun acteur qui revient du film original, donc ça fait vraiment suite, mais en même temps, c'est pas vraiment la suite parce que c'est pas les mêmes acteurs, mais ça fait aussi nouveau film, donc c'est cool, c'est techniquement une suite, mais ça fait genre film indépendant, et c'est un peu le cas, et Jeremy Strong, il est génial, quoi. Donc Jeremy Strong en Zuckerberg, je le vois carrément, je pense qu'il peut être génial, donc j'ai hâte de voir le film aussi grâce à ce changement. J'aurais pas détesté Jesse Eisenberg dans le film, mais je suis content qu'ils prennent un gars comme Strong qui a vraiment l'aura, j'ai envie de dire, et je dis bien aura parce qu'on dirait pas que c'est un mec charismatique, mais je trouve qu'il a un truc qui est assez unique, il est marquant, il est fort, et j'adore pour ça, donc j'ai pas spécialement hâte de voir Social Reckoning parce que je trouve que la bande-annonce c'était pas bien, et Aaron Sorkin en tant que réalisateur, je suis pas fan, c'est un très bon scénariste, mais en tant que réal, j'ai du mal. Par contre, là, le voir ici, dans ce rôle-là, Jeremy Strong, et essayer de voir quelque chose, encore une fois, de politique dans le film, de puissant, de dramatique, ça pourrait le faire. C'est juste la réalisation, je pense que je vais être déçu. Dead by Daylight, le film se confirme, ça va adapté du jeu vidéo. Il y a un réalisateur, c'est Thordur Palsson qui va s'en occuper. C'est le mec qui a fait les meurtres du Valhalla. Et c'est écrit par Alexandre Aja. Ça, je savais pas, mais c'est Aja qui a écrit le film avec David Leslie Johnston qui avait donc écrit Conjuring 2. Donc en fait, les scénaristes, je les aime bien. Maintenant, le réal, je connais pas tout son travail, mais bon, Dead by Daylight, je sais pas ce qu'il y a adapté. À titre personnel, c'est un slasher comme un autre, ça a l'air en termes de jeux vidéo, j'y ai jamais vraiment joué. Mais en tout cas, voilà, le film va se faire, le tournage va débuter l'année prochaine. Mad Max sera normalement de retour. George Miller est en train de voir tous les studios, les majors, pour trouver du financement. Il allait voir Amazon, Universal, Sony. En fait, il veut faire un film Mad Max, un dernier film dans sa vie, parce qu'il est pas tout jeune, il a 80 ans, George Miller, et il veut faire une série Mad Max aussi. Donc là, il est en train de négocier avec les studios pour savoir qui va reprendre l'univers Mad Max. La Warner a refusé, malheureusement, suite au flop de Furiosa. C'est normal que la Warner ne veuille pas, surtout maintenant qu'ils se font racheter, ils ont plus d'argent, ce genre de truc. Mais c'est dommage parce que c'était quand même une grosse licence chez la Warner depuis des décennies aussi. Maintenant, c'est une autre boîte qui va s'en occuper. C'est que des boîtes de cinéma, je me suis remarqué, il n'est pas allé voir Netflix ou ce genre de truc. Il a choisi Amazon, Universal, Sony. C'est des boîtes qui diffusent en salle. Donc il a envie de sortir en salle. Après, peut-être il va distribuer la série sur une plateforme, qui sait laquelle. Mais en tout cas, il veut sortir le film en salle, il veut en faire un dernier. Donc si les négociations se passent bien, on aura peut-être un dernier et ultime film Mad Max. Et juste pour ça, je suis trop content. Donc j'ai hâte de voir ça dans quelques années. Colin Farrell dans The Batman 2 a apparemment que 2 scènes. Alors attention à ça parce que j'ai vu plein de gens parler sur les réseaux. Pourquoi il spoil premièrement, pourquoi il parle de ça. Et surtout, c'est nul, il a que 2 scènes. Attention parce qu'un film, ça évolue. Alors peut-être dans le scénario actuel, il n'a que 2 scènes. Mais qui sait, ça peut peut-être évoluer. Il y a des choses qui se choisissent littéralement lors du tournage. Peut-être il y aura des reshoots et tout. Et peut-être il sera même pas dans le film. Tu vois, c'est le genre de truc qui peut changer, bouger et tout. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura une suite à la série de Pingouins? On sait pas. Mais en tout cas, voilà, c'est pas son film encore une fois. Il aura peut-être 2 scènes. Mais c'est le film, j'imagine, des d'autres acteurs qui seront présents, comme Sebastian Stan et évidemment Robert Pattinson. Gâteau a montré ses premières images. C'est la bande-annonce teaser qui a été diffusée. C'est le film d'animation Pixar avec un style un peu plus sympa, animé entre guillemets à la main, même si c'est pas techniquement
à la main et ça donne envie de voir le film. C'est assez drôle, c'est à Venise, ça concerne des chats, je pense que ça peut être très mignon. Et c'est Mark Ruffalo qui fait donc le rôle principal de ce chat. Et c'est intéressant parce que Mark Ruffalo, c'est un mec qui défend beaucoup la Palestine, c'est un mec très engagé, surtout à gauche, et c'est surtout un mec qui a beaucoup critiqué Trump et tout, c'est l'un des mecs qui en parle le plus littéralement sur les réseaux, dans la presse et tout. Et, regardez, il a encore du taf. Vous voyez, c'est dingue, hein. Quand t'as ce privilège d'être connu, d'être un acteur de talent, les gens veulent bosser avec toi, peu importe tes opinions politiques de gauche, en fait. Si tu parles de sujets sérieux, si tu parles de trucs qui tiennent à cœur et qui sont humanistes, en fait, t'auras du taf. Le mec est dans Spider-Man, là, dans quelques semaines. Le mec va jouer dans Gâteau. Au fait, il aura du taf. Et il bosse encore avec Disney, hein. Pourtant, il a critiqué Disney de nombreuses fois. Il les a traités de choses assez négatives. Et Disney, ils disent, bon, ok, c'est pas grave, on continue de bosser avec lui, tu vois. Donc, en fait, ils ont ce truc, quand même, aux États-Unis, en France aussi, hein, de liberté d'expression un peu. Si t'as un gros nom, on va pas te lâcher. Donc, les gros noms qui sont en France, aux États-Unis, parlez. On va pas vous lâcher, vous inquiétez pas. Faut être un gros nom, attention, je dis malheureusement les petits ils se font un peu bouffer par la machine, mais un gros nom comme Mark Ruffalo, il peut se permettre de parler. River Bardem, bon, il se fait boycott par la Paramount parce qu'ils ont leur liste noire et par Canal, mais qu'est-ce qu'on s'en fout au fait de ces boîtes-là? C'est pas important. Vous avez des boîtes comme Disney, il y a encore du taf. Donc ça, c'est cool et c'est bien d'en parler encore et toujours. Si on parle de films d'animation et plus principalement de stop motion, c'est I Am Frankelda qui est sorti sur Netflix il y a quelques jours. Et c'est le premier film d'animation stop motion de l'histoire du Mexique. Del Toro l'a d'ailleurs beaucoup mis en avant. Le film est sur Netflix, je vais essayer de le regarder, ça a l'air bien. Je sais pas c'est quoi la VO, parce que j'ai vu une bande-annonce, c'était en anglais. J'ai lancé Netflix et je regarderai voir c'est quoi la version originale. Mais je pense que c'est un film à regarder en espagnol pour le coup. Mais la DA a l'air trop bien, il y a une vibe un peu de Del Toro. Forcément, donc le film est sorti sur Netflix, en France aussi pour le coup, je sais pas en fonction d'où vous regardez cette vidéo, s'il est dispo au Canada, en Belgique, en Suisse, mais en tout cas en France il est dispo, donc je vais le regarder, ça a l'air vraiment intéressant juste avec la DA, et la bande-annonce m'a un petit peu donné envie. J'ai pas tout regardé, j'ai vu genre 20 secondes de bande-annonce, j'ai fait ok, je suis convaincu, je vais regarder, c'est sur Netflix. Heart of the Beast avec Brad Pitt, vous savez le nouveau film de David Ayer, là où il a son chien et tout, ça donne pas envie. Le film a l'air tellement générique, tellement classique, tellement inintéressant. Je suis désolé, hein, je dis pas que ça va être mauvais, mais ça a l'air vraiment d'être le film le plus basique au monde et ça m'intéresse pas des masses, malheureusement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait vraiment un film qui sort comme ça tous les mois, quoi. C'est lunaire. C'est juste qu'il y a Brad Pitt et ça va être un peu plus mis en avant. Mais quand tu regardes la bande-annonce de celui-ci, quand tu regardes la bande-annonce du film de Ridley Scott, tu te dis, bah attendez, c'est pas le même film et on dirait un petit peu le même film. Donc j'ai un peu du mal avec ça personnellement. Ensuite, nous avons Jane Campion qui a donc gagné l'Oscar récemment pour The Power of Dog, son dernier film, qui va faire son prochain film. Ça sera une comédie musicale. J'ai hâte de voir ce qu'elle va faire. Moi, j'aime bien cette réalisatrice, donc je suis curieux de voir la suite de son travail. Timothée Chalamet a fait une pub qui a énervé beaucoup de personnes, à juste titre. En fin d'année sort donc Dune 3 et Timothée Chalamet va commencer la campagne marketing bientôt. Il bosse sûrement sur d'autres projets en attendant, mais en termes de tournage, il fait rien. Donc là, il en profite pour faire des pubs, dont une pub réalisée par Linus Sandgren, qui est donc le chef-op du prochain film Dune, qui a été chef-op sur La La Land et plein d'autres incroyables films, et il a donc réalisé cette pub. Il faut savoir que dans le monde du cinéma, alors Timothée Chalamet c'est une exception, mais la majorité des acteurs se font beaucoup d'argent avec les pubs. Si t'es un acteur moyen ou même gros acteur, en général tu gagnes beaucoup plus d'argent en faisant des pubs ou alors des blockbusters. Timothée Chalamet il a de la chance, il fait des gros films qui coûtent cher, du coup il gagne beaucoup d'argent avec le cinéma, mais il fait aussi des pubs. Mais il faut savoir que la majorité des acteurs, qui font surtout des films d'auteur et tout, gagnent beaucoup d'argent lorsqu'ils font des pubs. Là, Timothée Chalamet, il n'a pas spécialement besoin d'argent, j'imagine, donc le chèque a dû être stratosphérique de la part de Kolchi, mais du coup, tu as le droit à une pub qui est bien mise en scène, qui est jolie esthétiquement. Je veux dire, juste cette image-là, il y a un contraste, il y a un truc, c'est léché, il y a une vibe un peu grain, pellicule et tout qui est cool. Et en même temps, Linus Sandgren, c'est un chef-op à la base, donc il va forcément bien mettre en avant la mise en scène et la photographie de ce genre de publicité et de projet. Donc sur ça, en théorie, la pub est cool. Moi, j'aime bien. Maintenant, c'est pourquoi la pub? C'est pour Kalshi. Kalshi, il faut savoir que c'est une sorte de concurrent, je dirais, à Polymarket. Polymarket et Kalshi, c'est deux sites de paris en ligne sur tout. Genre, chez nous, en France, c'est illégal, en théorie, même si vous pouvez le faire, mais c'est illégal. Hein. C'est des paris sur tout, littéralement tout. Genre la guerre, sur la politique, sur le sport. Des paris sur tout, en général en crypto-monnaie, mais pas que. C'est sur tout. Genre, littéralement tout. Et ça, c'est immoral. C'est franchement quelque chose qui est dégueulasse. Parce qu'en fait, premièrement, tu peux parier sur des trucs dans lesquels t'es inclus. Parce qu'il n'y a pas de restrictions ou des réglementations. Genre, imagine, je sais pas, il y avait un pari qui était assez fou il y a quelques semaines. Qui va mourir dans Euphoria? Mais en fait, il y a des gens qui savent. Donc en fait, toi, tu peux faire un pari, dire, ok, Euphoria, je sais qu'il va mourir. Et tu fais des paris et tu te fais plein d'argent. Beaucoup de comptes sont nés comme ça sur Kolchi et Polymarket, sur la politique. Oh, la guerre en Iran. 3 jours avant, bet Polymarket, la guerre en Iran, début de ce week-end.
Tu dis oui, non, toi tu sais ça va se passer, et en fait, bah voilà, tu vas te faire des centaines de milliers de dollars. Donc ça, c'est moralement très problématique, c'est assez ambigu pour beaucoup de personnes, et moi je trouve que c'est assez dégueulasse de pouvoir parier sur tout comme ça, surtout qu'en fait, toi, t'es impliqué dedans. Genre, littéralement, tu peux me faire un pari, un truc fake et gagner beaucoup d'argent. C'est illégal en théorie, mais vu qu'il n'y a pas de réglementation, restriction de ce genre de pub, bah forcément, les gens, ils sont en mode, on s'en fout, c'est rigolo, quoi. Donc, en plus, ça met en avant les paris en ligne, que ce soit sportifs ou autres, ce qui est assez dangereux pour les gens de manière générale, mais surtout, le concept de parier sur tout, moi, je trouve que c'est très très bizarre. Moi, je juge pas les gens qui le font. Pourquoi pas? Tu as de l'argent à gâcher, tu veux voilà, t'amuser un petit peu quand tu as de la thune, why not? Mais moralement, je trouve que lier ton image à ça, quand tu as un acteur comme ça, un peu autorisant, qui essaie d'être respecté, je trouve que c'est assez immoral et c'est très bizarre. Bon, chacun son avis, je vais pas cancel non plus Timothée Chalamet pour ça, mais je trouve que la pub a raison de faire polémique parce que c'est assez problématique moralement et je comprends les gens qui sont complètement déçus par ça. Je trouve que c'était quand même assez intéressant d'en parler. Ensuite, nous avons Seth Rogen qui a confirmé ne plus jamais parler à James Franco et ne plus jamais travailler avec lui. Vous savez, James Franco, il est tombé il y a quelques années à cause d'énormément d'accusations et Seth Rogen a complètement coupé les ponts avec lui. Et je trouve que c'est sain, je trouve que c'est une bonne chose. Voilà, ton pote, il déconne. Bon, peut-être t'essaies de le sauver, voir si c'est vrai ou pas au début parce que t'es dans le déni, mais quand ça sort, quand tu vois les preuves et tout, tu dis, bah en fait, c'est plus mon pote, quoi. Et c'est une réaction mature, normale, difficile, j'imagine que ça fait du mal, hein, évidemment, mais c'est bien de couper les points avec ces gens-là, c'est bien littéralement de plus bosser avec eux, surtout quand t'as une image publique, quand t'es quelqu'un de connu. Encore dans la sphère du privé, si t'étais pas connu, si ton pote, tu sais, il essaie de te convaincre et tout, ça peut être difficile, mais là, littéralement, il y a des preuves. Lui, c'est une personne connue. Il y a d'autres gens qui ont parlé de lui. Là, t'as pas de doute, tu vois. En fait, là, t'es sûr à 100%. Donc là, tu peux écarter ton pote sans problème. T'as pas envie de traîner avec des agresseurs. Ça, c'est clair et net. Donc c'est bien de la part de Seth Rogen, je pense, de s'isoler de la part de James Franco, de plus traîner avec lui. Et en même temps, de plus bosser avec lui. Je trouve que c'est une bonne chose. On va voir comment ça va évoluer, mais bravo à lui. Russell Crowe n'aime pas Gladiator 2, car d'après lui, il n'y a pas de cœur moral. Apparemment, la moralité de Gladiator 2 est trop ambiguë, et c'est pour ça que les gens n'ont pas trop aimé, et qu'apparemment, c'était un flop. Alors, c'était un flop en termes de budget et de box-office, c'est vrai, mais le cœur moral, je suis désolé, c'est ce qui est intéressant dans Gladiator 2, en fait, c'est la moralité ambiguë du film, à quel point le film n'est pas aussi manichéen que prévu, la manière dont Ridley Scott raconte ses histoires, et l'histoire de Gladiator 2 est plus intéressante que celle de Gladiator 1. On peut parler de la mise en scène, débattre sur ça et tout, mais Gladiator 2, je trouve en termes de film, en termes de thématique, de sujet, est plus intéressant, plus profond que l'histoire de vengeance du premier film. Après, il faut savoir que Russell Crowe est très conservateur aussi. Je dirais pas que c'est un gars d'extrême droite, mais il a quand même des valeurs conservatrices, et lui, ce qui l'intéresse, c'est ce cœur moral. Le 2 n'en a pas autant que le 1, mais c'est une meilleure chose, et je trouve que le 2 reste au même niveau que le 1. C'est deux chefs-d'œuvre pour moi, et le 2 est peut-être plus intéressant scénaristiquement et thématiquement, et je suis pas étonné que Russell Crowe n'aime pas, vu ses valeurs, mais c'est pas grave, je veux dire, il a le droit de pas aimer, et en même temps, moi je trouve que c'est un film fascinant, que j'adore revoir, donc Gladiator 2, pour moi, c'est très bien, et que Russell Crowe n'aime pas, je comprends pourquoi, c'est pas un argument je trouve, justement c'est ce qui rend le film plus intéressant de ne pas avoir ce cœur moral, mais après chacun son avis. Pour parler un petit peu série télé, il faut savoir que X-Men 97 a le droit à sa bande-annonce, la série sort le 1er juillet, donc ça va aller très très vite, ça sera dans quelques semaines, et ça a l'air bien, moi j'avais adoré la première saison, la deuxième me donne envie, donc je vais sûrement regarder, j'ai hâte de voir dans quelle direction va aller la série. Peter Sarsgaard va jouer dans The Last of Us saison 3, il jouera le leader des Séraphites, c'est un super acteur, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire dans cette saison. Je suis pas spécialement hypé par la saison 3 de The Last of Us, mais en tout cas, je suis curieux de voir cet acteur parce qu'il est vraiment très très bien. La série Hitman est officielle, vous savez, le film avec Glenn Powell qui est sorti il y a quelques années, eh bien ça va être décliné en série télé, sans Glenn Powell évidemment, sans le casting original, sans le scénariste, sans le réalisateur, mais ça va devenir une série télé pour Netflix. Pourquoi pas, le concept était sympa, le film m'a suffi, je regarderai pas la série, mais why not pour ceux qui veulent plus de ce concept-là. Widow's Bay a été renouvelé pour une saison 2, moi je vous le dis tout de suite, hein, Widow's Bay c'est à ce jour la meilleure série de l'année. Le dernier épisode sort cette semaine, on en parlera dans une critique multiple, mais c'est l'une des séries les plus inventives et intéressantes que j'ai vues depuis très longtemps, donc forcément je vous la conseille, on en reparlera cette semaine, mais une saison 2 va arriver et je suis très curieux de voir dans quelle direction va aller l'œuvre. Doctor Who a été mis en pause, il n'y a pas de retour prévu avant 2028 au plus tôt. Pourquoi? Parce que Russell T Davies, le showrunner de l'époque, et du coup qui est revenu, s'est barré, tout simplement. Le contrat avec Disney Plus s'est terminé, ils avaient 26 épisodes de prévus. Il y a un dernier épisode qui va sortir dans quelques mois, peut-être pour Noël, peut-être pas. Mais en tout cas, Disney Plus et BBC, c'est fini. Ils ont sorti leurs 26 épisodes et le contrat ne sera pas renouvelé. BBC a du mal avec le projet et ne sait pas comment renouveler l'œuvre, donc ils font une pause et voilà, le contrat, tout s'est terminé, tout le monde a fini ses trucs,
c'est pas forcément que en mauvais termes, mais c'est juste que voilà, les contrats sont arrivés à terme et ils sont en train de réfléchir à comment ressusciter encore une fois la série pour un regain d'intérêt et ça sera pas avant 2028 au plus tôt. Pour les sorties de la semaine, donc la fin de Widow's Bay saison 1 cette semaine sur Apple mercredi, j'ai trop hâte de voir ça. Sugar saison 2, et oui, l'excellente série Apple revient cette semaine, la saison 2, j'ai hâte de voir ça aussi. House of the Dragon saison 3, c'est ce dimanche, enfin dans la nuit de dimanche à lundi, on en parlera évidemment ce lundi. Backroom, ça sort mercredi, ma critique sort demain, j'ai déjà vu le film il y a quelques semaines. Toy Story 5, ma critique sortira aussi ce mercredi. Et pour Jim Queen et Giacomo, je ferai donc une critique. J'ai vu Giacomo, j'ai pas encore vu Jim Queen. Là, dès ce week-end, on en parlera. Voilà, c'était les actualités cinéma, série de la semaine. Dites-moi votre avis dans les commentaires, j'ai envie de savoir tout ça. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description quand épinglé afin de télécharger l'application Revolut. Revolut vous offre 20 € et vous avez une chance avec un tirage au sort de gagner 10 000 €. C'est génial pour l'épargne, c'est génial pour le quotidien, les voyages, c'est gratuit, c'est accessible. Donc foncez sur l'offre et un grand merci à eux. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Toutes les vidéos sont disponibles en podcast sur toutes les plateformes, mais j'ai aussi un Instagram, un Twitch, un TikTok et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.